Bonsoir, bienvenue à tous. On parle aujourd'hui d'alcool après le sport, d'entretien, d'embauche, portée, de leadership féminin et puis de jeux de société. Tout cela va être détaillé après la météo que nous propose la division montage. La carte postale nous amène à découvrir donc la cité Malanville, bien des choses à toute la population de Malanville qui reçoit les programmes de Bénin Business 24. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Je l'ai annoncé tout à l'heure. À l'entrée. Alors, ils sont nombreux à s'adonner à la pratique. Boire l'alcool après le sport, selon les spécialistes de la santé, c'est une pratique qui vous ramène pratiquement à zéro après l'effort que vous avez fourni entre-temps. Yasmine et son invité sont attendus pour plus de détails. Les jeux de société sont perçus comme étant des opportunités pour les jeunes. Opportunités, oui, opportunités de découvrir ou de vivre d'autres expériences ailleurs. Nicanor Kovi, journaliste à l'ORTB, est attendu dans un instant pour un petit moment de partage. Le leadership féminin a le vent en poupe aujourd'hui. En tout cas, les femmes béninoises osent sortir de leur zone de confort pour d'autres aventures. Ce qui réjouit, la récompense est au bout de l'audace. Et elle reste un moment incontournable pour accéder à un emploi. L'entretien d'embauche, on en parle aujourd'hui dans la rubrique beauté au pluriel quoi porter. On s'interroge sur dans la rubrique donc sur quoi porter. Le 19h45 au rendez-vous de ce grand rendez-vous aujourd'hui avec Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat Agbataou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On fera dans le journal un tour au CEG Bégamin pour constater le démarrage effectif du brevet d'études du premier cycle session de mai 2019. Les candidats composent en effet depuis hier les épreuves écrites. La famille doit être le creuset par excellence de l'éducation de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que prône la Journée internationale de la famille qui incite à des solutions adaptées pour leur encadrement. Et puis, l'ONU invite les jeunes à s'impliquer pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Moïse Sotokin est un jeune leader ODD. Il nous dira plus amplement la raison de cette invitation. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci Estelle Pazou. On vous retrouve donc à tout à l'heure pour le développement de ces titres. Ce sera donc le 19h45. Alors, on va s'envoler tout doucement et on commence par la rubrique Expert.
La rubrique Expert reçoit aujourd'hui une collègue, une journaliste de l'ORTB en service à Atlantique FM, Hermione Léguin. Bonsoir Hermione. Karamat Agbataou, bonsoir. Et bonsoir amis téléspectateurs. Voilà, vous êtes femme leader. BB24 vous connaît énormément parce que vous avez beaucoup fait aussi cette chaîne de télévision et vous revenez nous voir de temps en temps. En tout cas, c'est un plaisir pour nous ce soir de vous avoir et justement pour parler de quelque chose de très important, du leadership féminin, les femmes aujourd'hui qui osent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la récompense est toujours au rendez-vous. Vous nous êtes revenu avec un trophée. Ce trophée, on va en parler tout à l'heure dans les détails. Mais dites-nous aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez l'ascension, l'audace des femmes béninoises? Merci Karamat. Je pourrais déjà dire que c'est un honneur, c'est un privilège d'être invitée sur ce plateau. Mais également l'ascension de ces femmes béninoises, c'est une grâce d'abord et une opportunité, mais également un atout pour le Bénin, parce que le Bénin soit cité parmi les grandes nations en termes de développement, en termes de leadership. Je pense que c'est important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui osent. Et même il y a la plus jeune génération également qui ose également. Donc, cette ascension, elle est tout simplement appréciée. Elle est appréciable, on l'apprécie à sa juste valeur. Exact. Et quand vous revenez avec un prix, déjà c'est ce trophée-là qui distingue, je crois, c'est écrit catégorie personnalité. Vous pouvez nous en parler rapidement, de quoi il s'est agi rapidement? En fait, c'est un concours international. Le concours est dénommé Concours international Femmes Noires Inspirantes. Voilà. Et c'est un concours qui a été organisé par l'ONG Africa Mondo Canada, une ONG qui œuvre pour la valorisation, la reconnaissance et le leadership féminin, sans occulter l'entrepreneuriat féminin également. Et ce concours a été lancé de par le monde en ligne. Et il faut postuler selon les catégories. Il y a la catégorie personnalité, il y a également la catégorie initiative. J'ai préféré postuler pour la catégorie personnalité. Et pourquoi ce choix vers la catégorie personnalité? En fait, j'ai préféré cette catégorie personnalité parce qu'il faut noter qu'il y a déjà 2 ans, en mai, plus précisément le 6 mai 2017, j'avais reçu ce prix de femme d'excellence de l'ambassade des États-Unis pour ma contribution. Donc, vous n'en êtes pas à votre premier trophée? Non, même pas plus tard, le samedi dernier, j'en ai reçu encore un avec le réseau des sages-femmes et des aides-soignantes pour Amis des patients. Voilà. Amis des patients. Donc, en fait, le travail au quotidien donne toujours son résultat. Toujours. Quand vous travaillez au quotidien, vous avez toujours son résultat. Et moi, j'aime plus travailler aux côtés de cette jeune génération, les femmes également, et les filles. Parce que la fille qui est bien éduquée aujourd'hui, c'est cette fille qui devient la femme bien éduquée pour demain. Et qui devient un modèle aussi, qui va inspirer les autres. Exactement. Donc, j'œuvre surtout dans le domaine du sport féminin. J'accompagne les filles à pouvoir choisir leur sport et se dit également que par le biais du sport, mais c'est pas le biais du sport qu'on peut aussi s'épanouir. Oui, qu'on peut aussi s'épanouir et également leur montrer pourquoi est-ce qu'il faut œuvrer au quotidien. Et surtout, vous m'avez demandé pourquoi j'ai préféré la catégorie personnalité. Ça dit que vous avez une personnalité que vous savez quand même oui. Il y a déjà beaucoup me le reviennent en me disant, tu m'inspires beaucoup. Voilà. Mais à part ça, je sais que je le fais au quotidien. Parce que je me dis, si mon vis-à-vis réussit, mais c'est moi qui réussis. Exactement. Parce que si l'autre arrive à réussir, s'il trouve d'autres opportunités où il ne peut pas réellement en bénéficier, il pourra te dire, tiens, j'ai telle chose, moi je n'ai pas pu, mais toi tu peux. Et tout part de ce que vous avez fait depuis votre enfance, dans ce que vous avez fait dans le domaine professionnel, associatif et également dans tout ce que vous faites au quotidien dans votre entourage. Est-ce qu'il faut forcément qu'une femme ait de la personnalité, qu'elle aime aller dans un peu de tout, c'est-à-dire de touche qui
qui essaie de toucher un peu de tout pour pouvoir s'affirmer dans sa société? Ben, vous savez, naturellement, la femme, elle est travailleuse. Toute femme est travailleuse. Qu'on puisse dire qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose pour impacter, elle est déjà travailleuse au quotidien. Parce qu'une seule femme est capable de faire 1001 choses à la fois. Mais maintenant, il faut concrétiser ce que vous êtes en train de faire. Il faut pouvoir l'impacter de manière positive. Il ne faut pas tout faire, mais en réalité, la finalité ne donne rien. Il faut arriver à impacter positivement votre vis-à-vis, impacter votre entourage. Et quand on revient par exemple à ce concours-là, mais il y avait 17 dossiers. Ça fait 17 pays qui ont postulé, pas 17, 27. Et au final, ils ont choisi 14 pays. Et c'est parmi ces 14 pays qu'on a retenu 5. Et le Bénin en faisait partie. Pas votre billet, évidemment. Merci beaucoup déjà pour cet honneur que vous faites à la femme. Et je vais vous demander, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce n'est pas le premier trophée que vous recevez, ce n'est pas la première distinction. À vos yeux, qu'est-ce que cela peut représenter certainement? Personnellement, d'aller un peu plus loin. Exactement, ce n'est pas un trophée de plus pour moi. Voilà. Non. Chaque trophée vient concrétiser ce que je fais au quotidien et me donne encore envie d'en faire davantage. Parce que quand j'ai pris ce trophée le 18 mai dernier, et moi j'ai reçu mon prix au Bénin ici, parce que la soirée a été faite normalement au Canada le 18, et le Bénin, le Gabon, le Togo ont reçu le prix ici au Bénin le jeudi dernier. Ben, quand je l'ai pris, je ne savais pas qu'il y avait encore un autre prix que j'allais prendre le samedi dernier. Donc ça a été une semaine bien riche pour vous. Bien riche. Et ça ne vient pas dire maintenant c'est bon. Il faut cesser de travailler. C'est maintenant qu'il faut encore travailler. Mais maintenant, c'est encore qu'il faut travailler davantage, qu'il faut encore se dire que ce n'est pas encore la fin du monde, qu'il faut encore donner encore plus ce qu'on sait faire, montrer à notre entourage. Et justement, quand je vous écoute parler, vous avez essayé de faire dans un peu de tout, dans la société, sport et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire pour montrer que vous êtes une femme déterminée? Quels sont les domaines que vous voulez encore? J'avoue, je tiens toujours au domaine de la santé et au domaine du sport. Et je viens à l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, je reviens sur ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est quoi? On ne pose pas souvent la question à nos enfants, qu'est-ce que tu veux devenir? Et ça, c'est une initiative que j'ai, par exemple, posé de temps en temps cette question à nos jeunes filles. Tu veux devenir quoi? Et si, par exemple, elle dit, je regarde Karamat de temps en temps à la télévision, j'ai bien envie d'être journaliste, je l'amène à rencontrer Karamat et pouvoir discuter avec Karamat, voir Karamat à l'œuvre. Quelles sont les difficultés de ce métier? Est-ce que vraiment tu veux rester dans ce métier? Si oui, apprends auprès d'elle et apprends encore davantage pour pouvoir savoir quelles sont les autres attitudes qu'il faut le faire. Donc vous travaillez donc à ce que la corde ne soit pas coupée, à lier l'ancienne génération à la génération qui monte tout doucement. Parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Toujours, ça ne va pas manquer. Et quand on revient au sport, si les gens ne savent pas, mais vous êtes aussi sportive, vous êtes volleyeuse et vous l'avez fait le haut niveau en plus. Exactement. Donc il faut montrer également aux jeunes générations que par le biais du sport, vous avez un mental. Vous arrivez à dominer les situations. Voilà. Quelles que soient les situations que vous vivez, vous vous dites, ce n'est pas encore fini. On arrive toujours à prendre le pas sur tout ça. Donc, toujours dans le domaine du sport. Et l'éducation, quand on arrive à donner l'éducation à un enfant, quel que soit le pays, le milieu, il s'en sort. Est-ce que vous n'allez travailler qu'avec les femmes ou bien vous allez essayer de diversifier, toucher aussi les petits garçons? Je travaille avec le genre. Voilà. Il faut le genre. Et il faut en toute chose que le genre soit respecté. Si vous et moi, nous sommes sur ce plateau, ce jour, c'est parce qu'il y a des hommes aussi de l'autre côté qui sont en train de travailler. Voilà. Et qui sont en train de contribuer au rayonnement du leadership féminin. Donc, il ne faudrait pas oublier les jeunes garçons aussi. Non. On travaille aussi avec les jeunes garçons. Mais tout en mettant beaucoup plus l'accent sur la femme. Parce que si la femme n'a pas cette éducation dont on parle, elle ne pourra pas éduquer, elle ne pourra pas contribuer efficacement au développement d'une nation. Donc du coup, il faut quand même la privilégier d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'on peut affirmer ici, sur ce plateau-là, que l'audace, ça paye toujours? Ça paye et ça continuera toujours pas payer. Il faut toujours oser. Qui n'ose pas ne peut rien avoir.
On peut être intelligent, on peut être créateur ou créatif tant qu'on n'ose pas et tant qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Il faut toujours oser. Voilà. Quand je reviens à ce concours, ils étaient à 3 jours de la fin pour clôturer. Quand j'ai vu en ligne, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui me concerne. Mais Hermione, je voulais dire Hermine Aponan, Hermione Ligan, c'est clair que tout parcours est parsemé d'embûches et tout ça. Oui, est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous? C'est vrai, ça fait partie des coulisses, mais en même temps des réalités qu'il faut que cette jeunesse-là soit au parfum de tout ça. Quelles sont ces difficultés-là au quotidien que vous rencontrez dans votre combat? Les difficultés au quotidien, ça n'en manque pas. Hein. Chaque personne rencontre des difficultés dans son domaine d'activité, mais également dans qui vous êtes. Dans l'approche genre que vous faites et tout. Au quotidien, je dirais, en fait, je suis journaliste déjà, et étant aussi juriste de formation, une femme juriste, une femme journaliste, vous savez que c'est compliqué. Il y a tellement de choses que vous entendez, mais il faut avoir l'estime de soi. Il faut avoir l'estime de soi. Il faut s'aimer soi-même. Pour vous aimer, c'est sûr. J'aime trop. Et il faut avoir ce désir de se faire plaisir soi-même. Voilà. Quand vous n'arrivez pas à vous faire plaisir, n'attendez pas que l'autre vous fasse plaisir. Le plaisir, on se le fait soi-même d'abord. On apprend à s'aimer soi-même. Est-ce que c'est facile de toucher aujourd'hui les femmes? Parce qu'elles sont nombreuses à ne pas vouloir prendre le devant de la scène. Est-ce que vous les sentez aujourd'hui déterminées à aller de l'avant, à prendre même le premier rôle, quitte à laisser le second aux hommes? Ben oui. On ne pourra même pas laisser un second rôle aux hommes. On ne pourra même pas se dire également qu'on veut prendre la place de quelqu'un. Non, voilà. Chacun a sa place. Et chacun prendra toujours sa place. Il faut juste comprendre que nous sommes dans un rôle de complémentarité. L'autre fait ce qu'il doit faire, moi-même je fais ce que je dois faire, et ensemble, on va pouvoir hisser ce drapeau qui est le nôtre, le Bénin. On a encore quelques minutes. Quel est votre mot à l'endroit des femmes de votre âge, des femmes comme vous et aussi de la génération montante? Je dirais tout premièrement, never give up. Jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Voilà. Jamais. Quelle que soit la difficulté. Quand vous prenez ce morceau que tout le monde aime tant, Baba, we need your presence. Le chantre qu'il a chanté, Sonny Badou, il n'était qu'un simple employé d'une entreprise. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il est devenu le DG de cette entreprise. Et à part ça, il a eu près de 17 entreprises. Ça veut dire que tant qu'on n'abandonne pas, on peut toujours y arriver. Et quand vous regardez les Noélie Yarigo ici au Bénin, si elles avaient abandonné, elles ne pourront pas arriver. Regardez également cette béninoise qui vient d'entrer au Bénin, Floriane, la volleyeuse internationale. Vous l'avez vue. Exactement. Et aujourd'hui, elle est en train d'hisser le drapeau du Bénin. Donc, elle n'a pas abandonné. Merci beaucoup. On a compris de vos propos, Hermione Ligan, que la femme est en train de se battre, de faire tout doucement son petit bonhomme de chemin. Elle évolue et nous allons pouvoir marquer de notre empreinte, n'est-ce pas, l'histoire de ce Bénin et pouvoir laisser à la génération qui vient des exemples à suivre. Merci d'être venu nous voir. Bon courage à vous. Je sais que vous êtes une femme battante, ça c'est vrai, je vous le dis toujours. Vous irez encore plus loin que ça. Amen, parce que vous êtes toujours là à aller de l'avant et c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour vraiment amener notre pays parmi dans le cercle des nations les plus puissantes. L'Espère, c'était donc avec Hermione Ligan, journaliste à l'ORTB. Elle est chef division information sur Atlantique FM. Merci. Nous allons ouvrir une autre rubrique, beauté au pluriel, j'espère. Beauté au pluriel aujourd'hui, quoi apporter pour son entretien d'embauche? Il y en a qui font sans le vouloir de fashion faux pas avec de mauvaises combinaisons parce qu'ils n'ont pas l'information. Et bien aujourd'hui, on n'a pas vraiment la prétention de vous dire tout, en tout cas de partager l'essentiel, ce qui est important, les b.a.-ba de ce qu'il faut porter avant de vous présenter devant un employeur pour donc passer votre entretien d'embauche. Nous allons d'abord écouter cet extrait. Choisir la tenue adéquate pour un entretien d'embauche est souvent un vrai casse-tête. Opter pour un jean ou un tailleur
une cravate ou un nœud, des chaussures aux talons ou une paire basse, des questions qu'on se pose souvent le jour de l'entretien. L'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais dans le monde du travail, cette affirmation ne s'applique guère. L'apparence est la première chose qui retiendra l'attention du recruteur. Une bonne impression passe aussi par l'habillement. Il est donc primordial de choisir des vêtements qui soient à la fois confortables et professionnels. Selon les scientifiques de l'université de Princeton, 1/10 de seconde suffit pour juger une personne. De la posture aux vêtements en passant par la gestuelle, chaque détail a son importance lors d'un entretien d'embauche. Les couleurs en disent beaucoup sur la personnalité. Elles possèdent toutes des significations bien précises. Il convient de bien les maîtriser et de savoir faire les agencements. De la tête aux pieds, aucun détail ne doit être occulté. Se montrer clean en entretien, c'est une marque d'attention. Vous avez certainement pris le plus grand soin à rédiger votre lettre de motivation et à mettre en page votre CV, mais si la tenue est mal choisie, vous réduisez les chances de travailler dans la société de vos rêves. Soigner son look en entretien de recrutement vous aidera à décrocher le poste. Si vous vous apprêtez à passer votre entretien d'embauche, ce plateau est le vôtre. Fulgencia Ontondi, bonsoir. Bonsoir Karamat. En face de vous, c'est votre invitée, consultante en style vestimentaire. Bien jolie, hein? Merci. Bien dans sa tenue. Merci beaucoup. Vous êtes dans votre rôle. Merci. Je ne passe rien de ces quatre-là chez vous. Alors, dites-moi rapidement, pourquoi le choix de ce thème-là, de ce sujet? Vous savez, Karamat, pour se rendre à un entretien d'embauche, c'est tout un stress. Alors, pour gagner le maximum, il faut être bien dans sa peau, bien s'habiller. Voilà pourquoi j'ai contacté la conseillère en images. Elle va nous donner des astuces pour savoir comment agencer les couleurs, comment bien s'habiller et gagner déjà des notes. Parce que il faut voir la pouvoir personne, travailler dans l'entreprise de son rêve. Voilà. Merci. Donc, on va y aller, Fulgencia. Alors, dites-nous, Madame Ariel Rassa, quelle est la première chose à faire lorsqu'on reçoit un appel, on vous dit, voilà, vous avez entretien tel jour? Merci, Fulgencia. Quand on vous appelle la première fois pour un entretien, il faut d'abord remercier le recruteur, ensuite faire des recherches sur l'entreprise. Voir dans quel domaine l'entreprise travaille. C'est sûr qu'en postulant, on sait tout ça, mais c'est toujours bien de se renseigner et de connaître le code vestimentaire de l'entreprise pour y aller. Ensuite, il faut se préparer intellectuellement et vestimentairement, parce que le côté vestimentaire compte à 80%. C'est-à-dire la communication non verbale compte 80% et la communication verbale uniquement 20%. Donc, vous comprenez bien que l'aspect vestimentaire est à soigner. Voilà. Alors, c'est vraiment assoyé, mais faut-il se mettre sur son 41 pour aller à un entretien d'embauche? Il ne faut pas en faire trop. Il faut être sobre et élégant. Pas mettre des couleurs trop frappantes. Il y a des couleurs, des couleurs spéciales pour un entretien d'embauche. Quelles sont ces couleurs-là? Il y a la couleur noire. Vous direz non, le noir ça fait deuil, mais le noir c'est si de leadership et c'est toujours ça, toujours un côté glamour et c'est une sophistication douce. Il y a le bleu. Le bleu, quand vous mettez du bleu, on sent que vous avez le sens du travail en équipe, du travail en groupe. Un peu le bleu que vous avez ou on peut miser sur ça? Oui, il y a plusieurs tons de bleu. Voilà. Et le bleu marine, quand vous portez cette couleur pour un entretien, vous saurez indubitablement le rôle parce que le bleu marine inspire la confiance et l'assurance. Voilà. Nous avons le gris qui nous permet d'être un peu plus créatifs. Quand vous venez en gris, on dit mais celui-là il est créatif, celle-là elle est créative et ça vous fera gagner des points. Nous avons le blanc. Avec le blanc, c'est le côté organisé et méticuleux de la personne qui porte cette couleur. Donc avec ça, on se dit, on a devant nous quelqu'un qui aime bien l'ordre, l'organisation. Donc ça veut dire qu'il faut forcément, Fulgencia Ontondi, connaître le langage des couleurs. Forcément. Le symbolisme des couleurs, voilà. Exactement, oui. On ne s'habille pas pour s'habiller. Non, il y a les couleurs, ça montre. Là où on montre la puissance en rouge. Est-ce que le rouge peut justement faire un entretien d'embauche? Non, je ne peux pas porter un truc pareil pour aller à un entretien. Mais dans une certaine mesure, oui. Ça dépend du code dressing, le code dress
de l'entreprise. Vous voyez, des hôtesses parfois sont en rouge. Si le logo de la compagnie, il y a du rouge, vous pouvez mettre du rouge avec une chaussure bleue. Vous serez parfaitement dans la logique de l'entreprise. Elle peut mettre du rouge et mettre un petit veston ou... Oui, ça peut faire la veste noire peut cacher un peu le rouge. Mais toujours, il ne faut pas oser. Parce que c'est mieux d'être neutre, parce que vous ne maîtrisez pas encore tous les contours de l'entreprise. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. Voilà. Alors, quand on parle d'habillement, on parle aussi d'accessoires de mode. Quels sont les accessoires à privilégier? Pour un entretien d'embauche, il ne faut pas mettre des bijoux trop clinquants, mais des bijoux sobres, une petite chaîne, une petite boucle d'oreille. La montre est importante parce que c'est un accessoire de mode qui montre votre élégance. Voilà. Et qui permet aussi de vous situer dans le temps, hein, parce qu'il ne faut pas aller à un entretien d'embauche en retard. Exact. Donc la montre est indispensable. Oui. Alors, parlez-nous des chaussures à talons. Est-ce qu'il faut choisir 15 cm ou des paires basses? Non, les paires basses, c'est tolérable. Les ballerines à petits talons, un petit bout pointu ou bout arrondi selon votre convenance. Et les talons, on peut mettre des petits talons de 4 à 6 cm, mais pas des talons aigus comme si on allait en boîte, non. On va se dire, mais viens, c'est pour travailler ça, non. Il faut être toujours modéré. Le choix de tout doit être modéré. Et pour celles qui sont à l'aise sur ces talons aigus, là... elles doivent apprendre à descendre et adapter pour la circonstance. Parce que quand vous aurez le job là, ça vous permettra d'avoir plus d'argent. Et vous pourrez toujours acheter vos chaussures à talons aigus. Mais ce qui est recommandé, c'est la sobriété. Toujours. L'élégance sobre. Pareil pour la coiffure. Hein, oui, pour la coiffure, c'est vrai, on ne peut pas faire trop. Vous voyez, la coiffure, là, mais pour un entretien. C'est un peu trop. C'est un peu trop. D'accord. C'est surchargé. Oui, parce que là, ça cache mon visage. Il faut avoir un visage dégagé pour qu'on voit vos yeux. Vous savez, les chasseurs de tête, regardent votre expression pendant l'entretien. Regardent vos yeux, l'expression du visage. Donc, vous avez un chignon bien tiré, c'est beau. Voilà. C'est bon pour un entretien d'embauche. Oui, mais souvent, quand on nous appelle, on avait déjà nos coiffures sur la tête. Il faut refaire. Des fois, les moyens manquent. Bon, c'est quand même ça dépend de l'objectif que chacun Il faut vise. trouver les moyens pour se refaire la coiffure pour aller et être pour ne pas repousser le recruteur. Voilà. Alors parlons du maquillage. Il faut quel type de maquillage? Le maquillage aussi doit être sobre. Un maquillage nude, pas de fard à paupières voyant, pas de rouge à lèvres rouge. Bon, la répétition, permettez-moi ça, parce qu'on dit le rouge à lèvres de couleur rouge, c'est bon pour séduire, mais pour un entretien, misez sur des tons neutres. Des tons neutres. Pas de faux cils. Vous pouvez faire un mascara léger pour mettre vos yeux en valeur et un trait d'eyeliner, ça passe aussi. Voilà. Alors là aussi, il faut faire attention aux couleurs, c'est vrai. Bien sûr, on ne peut pas mettre. Vous allez dans une robe rouge, par exemple. On a dit que le rouge est interdit. Vous allez dans du noir, dans une robe tailleur noire, et vous mettez des fards vert, fluor. On s'est dit, mais elle n'est pas en boîte ici. Les couleurs flashy sont à mettre de côté. Oui, toujours. Pour l'entretien, sobriété, douceur, tempérance dans les couleurs. Voilà. Alors, et pour ceux-là qui n'ont pas un gros budget pour un entretien, est-ce qu'on peut essayer déjà de jouer avec ce qu'on a dans sa garde-robe ou aller acheter nécessairement? Bien sûr, on peut. On agence 2 pièces différentes de notre garde-robe. Vous avez une jupe noire. Vous mettez un veston gris ou un veston bleu marine. Vous avez une robe tailleur noire. Vous mettez peut-être une petite ceinture de couleur blanche ou couleur bleu nuit. Ou vous mettez des chaussures de couleur tempérée, du nude, du bleu nuit. Voilà, il ne faut pas faire du noir de la tête jusqu'aux pieds. Alors, est-ce qu'il y a des tenues à éviter? Est-ce qu'on peut mettre par exemple du jean pour aller à un entretien d'embauche? Cette question est un peu relative. La réponse, on dira oui, on dira non. Non, quand c'est une boîte classique. Les gens ne s'habillent pas en jean pour aller au boulot. Donc, vous ne pouvez pas mettre du jean pour un entretien. Par contre, il y a d'autres entreprises où les gens sont un peu plus relax, surtout les entreprises américaines. On peut mettre un jean, mais vous mettez une chemise ou un veston propre. Il faut faire un peu du style casual. Voilà, le style casual aussi est bon pour le boulot. Mais pour éviter tout faux pas, il faut mettre
un tissu de veste, un tissu, les gabardines par exemple, ça marche, pas de jean. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi voir dans notre tradition, puiser dans notre tradition, nos pagnes, est-ce qu'on peut les porter, pas, je n'ai pas dit du porter du bumba, mais prendre ça pour en faire un bon tailleur par exemple. Est-ce que ça peut faire un entretien d'embauche? Toujours rester dans la logique du neutre, parce qu'on ne connaît pas, peut-être que votre recruteur c'est un blanc. C'est vrai, il va peut-être aimer, mais ce n'est pas toujours conseillé. Vous pouvez prendre des accessoires en paille pour agrémenter la tenue. Quand vous mettez du noir, vous pouvez porter une chaussure en imprimé, possible, mais qui reste toujours dans le ton pour respecter l'harmonie des couleurs. Moi, je dirais non. Peut-être d'autres conseillers vestimentaires peuvent vous dire oui, mais moi, je dirais non. Mettez des tissus neutres, mais les couleurs qu'on a précitées tout à l'heure. Donc, pas possible avec nos pailles. Pour moi, c'est une déception parce que j'adore beaucoup les pailles. Comme moi, d'ailleurs. Que j'essaie d'adapter au modèle européen, français. Beaucoup. Bon, vous savez, Karamat, comme c'est un premier jour et que l'apparence compte, vous pouvez faire jouer sur ça et puis agencer les couleurs comme ce qu'elle a dit. Merci beaucoup. Je vous laisse conclure avec votre invité. Voilà, une dernière question. Est-ce qu'il faut tenir compte du poste visé pour choisir sa tenue? Évidemment. Quand c'est un poste de directeur, vous savez que vous devez être bien mis pour mettre en valeur. Mais quand c'est un poste de commercial, c'est là que peut-être le jean peut être accepté. Parce que les commerciaux bougent beaucoup. Il faut être dans des tenues. Merci beaucoup, Madame Ariel Alakhassa, consultante en style vestimentaire. Fulgencia Ontondi, merci beaucoup à vous. Merci, entretien d'embauche apporté. J'espère que vous avez eu un peu quelques pistes. Ne misez pas sur nos tissus, il ne faut pas y aller là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre invité. En tout cas, sachez jouer sur ce que vous avez pour tirer ce poste dont vous avez toujours rêvé. C'était donc beauté au pluriel. Nous quittons le salon de beauté de Fulgencia pour retrouver Yasmine Damata et les sportifs, ceux-là qui, après le sport, vont se faire plaisir autour d'une table et boire 10 bières. Attention. Nature et bien-être pour vous aujourd'hui, chers amis. On parle donc d'alcool et sport et il paraît que c'est une mauvaise combinaison. Yasmine Damata tout à l'heure avec son invité pour plus de détails. Le temps pour nous d'aller à la régie. Regardez cet élément qu'elle nous a réservé. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km. Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, et bien règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires.
Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Il y en a qui préfèrent faire leur sport dans leur maison, à monter les escaliers et à descendre. Je crois que c'est une forme de sport aussi, n'est-ce pas? Monsieur Aladaye, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas besoin de sortir et de faire 14 km. Hein? Pas forcément. Pas forcément. L'essentiel, c'est de mouvoir le corps pendant une bonne durée. C'est un peu ça. Que ce soit à la maison ou sur le terrain, c'est toujours mieux. Mais on a souvent la paresse quand on est à la maison. C'est toujours mieux d'aller sur... De sortir et de retrouver des amis, des collègues qui vous motivent. Parce que quand on papote, on bavarde, on parle de tout et de rien. Pour certains, même, la lecture, c'est aussi du sport. Hein. On ne sent pas la fatigue. Pardon? Pour certains, même la lecture, c'est du sport. Ah oui. Donc nous, on va plutôt parler, voilà, nous, on va plutôt parler du sport qu'on fait, les mouvements, c'est muscles. Activité physique. Yasmine Damata, merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Agbataou, amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, alcool après le sport, vous m'avez dit dans les coulisses avant qu'on ne démarre cette émission que c'est tout sauf ce qui est bon pour la santé. Oui, c'est tout sauf ce qui est bon pour la santé. Beaucoup font du sport, c'est bénéfique pour la santé, c'est bien. Comme l'a si bien dit dans notre reportage, le sport elle est bénéfique pour la santé dans plusieurs domaines. Toutefois, certains ont cette mauvaise habitude de prendre de l'alcool après le sport. Donc, avec notre spécialiste, agronutritionniste, Fiak Aladaye, on va mieux expliquer à nos téléspectateurs en quoi c'est déconseillé de prendre de l'alcool après le sport. Fiak, je vous laisse expliquer un peu en quoi c'est déconseillé de prendre l'alcool après le sport. D'accord, merci beaucoup. D'abord, vous avez constaté souvent les week-ends, samedi, dimanche, que lorsque vous allez sur les places publiques ou bien au terrain, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire le sport. Mais juste après ça, vous verrez qu'il y a des regroupements dans les bars, dans les buvettes, et juste à côté, juste pour bavarder un peu, pour échanger un peu. Bon, pour d'autres, ça renforce la fraternité au sein du groupe, mais malheureusement, ce n'est pas bien pour l'organisme. Ce n'est pas bien en ce sens que ça a plusieurs conséquences sur l'organisme. Lorsque vous faites le sport et que vous arrivez à débarrasser l'organisme des toxines, des déchets, de quelques radicaux libres et tout ça là de l'organisme, et qu'on se met encore à prendre de l'alcool, c'est un peu dangereux, que ce soit la bière, le vin ou même les sucreries aussi ont des conséquences presque pareilles sur l'organisme. Donc, il n'est pas du tout bien de se livrer à ce jeu-là. Et qu'est-ce qu'il faut boire alors, monsieur Aladaye, juste après l'activité sportive, qu'est-ce qu'il faut prendre? Justement. Juste de l'eau, c'est ça? Oui. Permettez-moi de détailler encore un peu beaucoup plus les conséquences sur l'organisme. Parce que beaucoup disent non, ben, quand on prend ça, on est à l'aise et tout. D'abord, lorsque vous prenez l'alcool, d'abord l'alcool fournit de l'énergie. Et celui qui consomme parce qu'un gramme d'alcool donne 7 kilocalories d'énergie. Vous voyez, c'est un peu comme les lipides qui donnent 9 kilocalories. Donc, celui qui consomme de l'alcool, c'est un peu comme quelqu'un qui boit de l'huile. Je ne sais pas si c'est faisable, c'est quelque chose comme ça. Ça donne suffisamment d'énergie. Et cette énergie, lorsque c'est d'ailleurs les boissons rafraîchies et autres, ça contient encore des gaz qui vont s'accumuler dans les tissus, dans l'organisme, qui perturbent en fait le bon fonctionnement de l'organisme. Donc ces énergies, ces excès d'énergie d'énergie qui se convertissent en graisse, commencent par attaquer les organes vitaux et aussi le cœur parfois. Donc, ce n'est pas bon de prendre ces substances, de l'alcool. L'autre aspect aussi de la chose, c'est des excitants. Lorsqu'on prend de l'alcool, on excite en fait des nerfs qui sont déjà excités. Parce que lorsque vous faites le sport, tout l'organisme est bien excité, le sang circule comme cela se doit et tout. Et il y a les nerfs qui sont déjà excités, mais on vient encore les exciter. Qu'est-ce qui se passe si les nerfs sont surexcités? C'est ça finira par céder.
Et alors que vous êtes dans un processus, comme l'a dit tout à l'heure dans le reportage quelqu'un, c'est qu'on est dans un processus de ralentissement du vieillissement. Mais lorsque vous ajoutez encore l'alcool et autres, et que vous détruisez davantage les neurones, ces cellules, vous pouvez être d'accord que tôt ou tard, ça va encore vous rattraper. Le processus de vieillissement va encore s'accélérer. Mais le vieillissement, il est tout naturel, mais on va parler du vieillissement précoce. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ça permet de... En fait, le sport permet de renouveler les cellules. Voilà. Mais lorsqu'on empêche ce renouvellement encore avec l'alcool, vous voyez, c'est pas... Mais alors, ça revient à la question de Karamat. Hein. En lieu et place de l'alcool, qu'est-ce qu'on pourrait prendre quand on finit de faire le sport? Merci. Ça me permet aussi de revenir encore sur un autre méfait de l'alcool qui déshydrate en fait l'organisme. L'alcool... Parfois, d'autres, quand vous prenez, vous constatez que vous avez la gorge sèche. Vous avez encore envie de boire. Vous avez encore envie de boire, ouais. Donc, l'essentiel, c'est de prendre de l'eau, d'accord, qui constitue la meilleure boisson. Pas de l'eau glacée. Hein. Pas de l'eau glacée. Ça, c'est encore pour se créer encore d'autres problèmes. De l'eau naturelle, d'accord. Aussi, de prendre aussi des jus de fruits. Pour ne pas les jus de fruits ou les fruits, beaucoup plus à la fin, dès que vous finissez le sport. Lorsque vous prenez par exemple le citron, qui est très riche d'ailleurs en acide ascorbique, pour ne pas dire vitamine C, ça vous passe encore de la fatigue et vous vous sentez encore plus actif. Du jus de citron sec ou du citron avec un peu de sucre? Non, pas du sucre. Le sucre, non. Le jus de citron simple. Le jus de citron simple pressé dans de l'eau naturelle. On boit. Ça, on boit. À part ça, on peut prendre encore quoi? Oui, on peut prendre aussi les jus de pastèque. Il y a l'orange aussi qui est là, encore que nous sommes en saison de... Mais au stade, on constate souvent qu'il y a des vendeuses d'ananas. D'ananas aussi. Il y a également des vendeuses de coco. Super. Elles sont... Super. Tout ça, c'est bon. Je pense que le coco, c'est beaucoup plus conseillé même. Oui. Après le sport, le coco... Que ce soit le coco, l'orange, l'ananas, voilà, tout ce qui est fruits qui contiennent beaucoup d'eau. Il y a des fruits qui ont une teneur en eau élevée, c'est beaucoup plus ça. C'est pastèque, hein? C'est près de 92%. Oui, beaucoup d'eau. Mais non, est-ce que l'alcool après le sport, avant le sport, ça n'a pas de problème pour la santé, c'est ça? Justement, ça a aussi de conséquences. Avant, lorsqu'on prend le sport, l'alcool avant le sport, c'est ça. Oui. Hein? Ouais, d'abord, ça réduit votre performance. C'est un peu comme quelqu'un qui prend de l'alcool et qui prend le guidon ou bien qui prend le volant. Vous voyez que la vision est déjà réduite. C'est exactement comme ça. Il y a d'autres effets qui ne sont pas perceptibles dans l'organisme. Et c'est aussi une forme une manière de se doper. Et lorsqu'on le fait, et ça n'arrange en rien l'organisme. Ça limite en fait les performances de l'organisme. Il y a aussi, si vous permettez, les boissons énergisantes que d'autres s'amusent aussi à prendre pour dire qu'ils vont se sentir en forme. Non, c'est juste une façon de dire à l'organisme, tais-toi, je veux faire quelque chose. Et quand on finit par le faire, les conséquences sont énormes. Tout à l'heure, on a parlé des cancers, des AVC et tout ça. Oui, l'alcool conduit à tout ça, surtout après le sport. Parce que vous finissez de débarrasser l'organisme de déchets, des déchets, et vous en rajoutez encore. Et ça, ce n'est plus débarrassé. Donc, ça conduit donc l'alcool avant et après le sport, c'est à dépenser. À éviter. Et à quel moment du sport aussi. À quel moment alors, il faut prendre l'alcool? Parce que selon les informations, selon les spécialistes de la santé, l'alcool est quand même bénéfique pour la santé. Oui, pour la santé, mais à une certaine dose. Oui, l'alcool est bénéfique pour la santé, mais on n'arrive plus, quand certains spécialistes le disent, ils n'arrivent plus à dire de quel alcool il s'agit ou bien de quelle dose, alors que les organismes supportent l'alcool à diverses doses. Alors, vous voyez, même la pâte que nous mangeons, chez nous fournit déjà d'alcool. D'accord? D'autres disent que non, l'alcool tue les microbes dans l'organisme. C'est faux. L'alcool est dans les céréales. Et dès que nous avons, même dans le fruit que nous consommons... Vous n'allez pas convaincre ceux-là qui aiment boire. En tout cas, c'est pas évident. Vous n'allez pas leur dire de manger de la pâte. Après, ils auront la bière à l'intérieur. C'est pas possible. C'est ce qui est bien. Après, quand ils vont le faire, on va se rendre visite à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Donc, Karamat Dagbator, il faut déjà comprendre. Il ne faut pas prendre de l'alcool ni avant, ni après. Vu que vous ne connaissez pas la dose et déjà que c'est dans nos aliments que nous consommons, c'est mieux de ne pas prendre l'alcool ni avant ni après. Mais une chose est sûre, on ne va pas se leurrer, on prendra de l'alcool. Il y a des événements, il y a des mariages, des baptêmes, des communions. Là aussi, on n'est pas contraint. Mais si on n'est pas aussi contraint, juste un peu. Et ceux qui font de l'alcool pour dire je vais prendre sucrerie, vous prenez pratiquement la même chose. On va revenir sur ça certainement dans une autre émission. Même quand on fuit l'alcool pour la sucrerie, on est encore exposé. Ça, vous quittez l'alcool, d'accord, pour le sucre.
Et le sucre, c'est déjà suffisamment raffiné, c'est là. Et dès que ça entre dans l'organisme, ça va directement dans le sang. Monsieur Friacre Aladayed, je crois, vous avez déjà la conclusion de ses propos. Aller vers l'eau naturelle, l'eau simple, l'eau de fontaine. Et si vous avez une fontaine dans votre village, un peu comme chez moi, c'est très bon. Et vous serez en très bonne santé. Yasmine Damata, vous avez autre chose à dire? Non, je confirme, juste. Je vous laisse au moins lui dire au revoir. Mais au revoir, Fiacre Aladayed. Merci beaucoup. On vous retrouve une autre fois. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à 19h45. Estelle Pazou nous attend pour son journal. C'est l'heure du 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est effectif, le BEPC a démarré hier. C'est parti pour 3 jours de composition des épreuves écrites. À suivre le constat du démarrage au CEG Bégamin de Cotonou. Chaque membre de chaque famille doit œuvrer à l'éducation des enfants. C'est l'objectif de la Journée internationale de la famille. Elle incite à l'intelligence dans leur encadrement. Et puis, les ODD interpellent de plus en plus les jeunes, raison pour laquelle l'ONU les appelle à davantage s'impliquer pour l'atteinte des objectifs à l'échelle 2030. Moïse Sodo, 15 jeunes leaders, nous donne plus de détails. Après 9 mois d'activité scolaire, l'heure est maintenant aux examens de fin d'année. Et depuis hier, plus de 200 000 candidats planchent pour les épreuves du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national. Edwige Agossou et Patrick Adiagbojou ont fait un tour au CEG de Bégamin, un des centres de composition, pour faire le constat. Voici le reportage. Première journée des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle. BEPC 2019, au centre de Bégamin, l'ambiance est studieuse. Ici, le silence s'impose. Chacun face à sa copie. L'organisation de cet examen par nos autorités en impose par sa rigueur déjà. Rigueur au plan organisationnel qui nous a mené à démarrer les épreuves à l'heure, c'est-à-dire à 8 heures. Tout est mis en place déjà, les élèves ont démarré à l'heure pile. Au plan national, 205 733 candidats sont à l'assaut de ce diplôme de l'enseignement secondaire, répartis dans 287 centres de composition. On note en 2019 une augmentation de plus de 10,40% de l'effectif des candidats inscrits. Au CEG Bégamin, nous avons eu 1138 candidats. Et sur les 1138 candidats, il y a 17 absents. Sinon, tout le reste se passe très bien. Ils sont tous arrivés et ils ont composé et composent en ce moment dans les bonnes conditions de travail. Bonnes conditions de travail dans les salles de composition. Notre caméra est interdite d'accès. 12h30, fin de la matinée du premier jour de composition. En dépit de la trouille qui gagne les candidats, ils affirment que les premières épreuves sont à leur portée. La première épreuve, c'était l'épreuve de la communication écrite. Ça n'a pas été ni difficile ni facile, ça a été abordable. L'épreuve de français aussi, ce n'était pas mal du tout. On a bien fait, les questions étaient abordables. Moi, j'ai fait de mon mieux. Rien n'a été difficile. Dans l'ensemble, c'était un peu abordable. Seulement un peu en lecture, j'ai eu un peu de difficultés, mais en communication, je n'ai pas eu de difficultés. Je promets de donner le meilleur de moi-même dans le reste des épreuves et de faire tout ce qu'il faut pour réussir au BEPC 2018-2019. Un regain d'espoir pour finir en beauté l'examen et décrocher avec succès le second diplôme de l'enseignement secondaire. Mais en attendant, la composition des épreuves écrites du BEPC 2019 se poursuit et prend fin mercredi prochain.
Briser les tabous et sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes, en particulier les adolescentes à travers le monde, c'est l'objectif de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Elle est célébrée aujourd'hui 28 mai. Initiée en 2014 par l'ONG allemande Wash United, elle contribue aussi à sensibiliser le public au rôle fondamental que joue une bonne gestion de l'hygiène menstruelle pour permettre aux femmes et aux filles de réaliser leur plein potentiel. D'une journée à une autre, la Journée internationale de la famille est une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à l'épanouissement des enfants ainsi que les processus sociaux qui affectent les familles. Elle permet une meilleure compréhension des difficultés des familles et incite à des solutions adaptées. Cette année, l'objectif est de faire bénéficier les enfants d'un encadrement intelligent. Calvador Arwanou, Judith Tossa. Plus de 500 cas de violence basés sur le genre, y compris les enfants, sont enregistrés dans le littoral. Or, les enfants sont les pierres angulaires de l'épanouissement des familles. Un enfant, c'est le témoin d'une vie. C'est la récompense que l'on espère dans une relation recherchée avec quelqu'un. Du moins, à mon avis, c'est la source de joie, c'est la source d'attraction, c'est la source de dialogue et de communication pour son avenir dans un couple. Les enfants sont la plus grande richesse et c'est important que chaque parent puisse faire tout ce qu'il peut pour pouvoir instaurer à l'enfant les valeurs importantes de la famille. Le nombre d'enfants dans les rues ou économiquement exploités est en graduation ascendante. Les raisons sont multiples. C'est des enfants en surplus dans une famille, c'est des enfants dont les parents se sont séparés et que la maman, voyant qu'on appelle ses moyens, ne pouvant pas s'en occuper, a dû abandonner. Pour pallier à ce phénomène, des organisations non gouvernementales et des personnes de bonne volonté s'occupent de l'intégration sociale des enfants dans des centres professionnels. Je suis maîtresse coiffeuse, donc je me suis dit, bon, il y aura des filles vulnérables, déshéritées, qui voudront, pourquoi pas, s'adonner à ce métier et qui n'ont pas les moyens. Pourquoi pas ne pas les aider? C'est comme ça que je suis allée. Mais c'en est autre, on nous a expliqué que non, que c'est pas que c'est des apprentis, mais c'est des enfants qu'il faut accueillir dans la famille et lui donner les éducations et le temps qu'eux, ils aillent chercher leurs géniteurs afin de venir et prendre les enfants et les placer dans leur famille génitale. La famille, la cellule de base de la société. Il est indispensable qu'elle soit équilibrée et consciente de la valeur d'un enfant épanoui. Les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour un avenir meilleur. Ils se veulent une réponse aux défis mondiaux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat et à la dégradation de l'environnement. Projet à échéance 2030, ils interpellent de plus en plus les jeunes. Moïse Sodokin, jeune leader ODD, nous en parle au micro de César Atchalé et Rebecca Adjinankou. Les ODD, c'est l'objectif de développement durable. De façon plus simple, c'est des objectifs qui ont été élaborés et adoptés par les Nations Unies pour contribuer à un monde meilleur d'ici 2030. Ça comporte 17 objectifs avec des indicateurs. Les politiques sont mises en place pour impliquer déjà les jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Au niveau mondial, il y a la stratégie 2030 adoptée par les Nations Unies via l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse qui voudrait qu'on travaille plus pour des jeunes et avec des jeunes. Il est important pour nous jeunes de s'intéresser aux ODD parce que c'est d'abord avantageux pour nous. C'est avantageux pour nous les ODD parce que ça nous permet de mieux comprendre les réalités au niveau mondial, mais aussi de pouvoir apprendre et venir impliquer au niveau national. Aujourd'hui, un jeune qui commence par être actif sur les questions climatiques, un jeune qui commence par s'intéresser à la gestion des déchets, il contribue déjà à l'atteinte des ODD, mais en même temps, c'est une solution de sortie, c'est une solution professionnelle pour lui. Donc, il a de l'expérience, il a de l'expertise qu'il pourra monétiser après pour être un jeune entrepreneur ou être un jeune expert dans sa communauté. Un enfant, il peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme un jeune. Un vieux peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme la même vivacité qu'un jeune pourrait
pourrait utiliser pour une initiative. Donc, oui, les jeunes sont des acteurs de réalisation des ODD, mais aussi des bénéficiaires, parce que d'ici 2030, la façon dont le monde sera dépendra essentiellement beaucoup plus des jeunes. D'ici 2030, nous espérons le futur président du Bénin sera jeune. Nous espérons que les députés, il y aurait plus de jeunes. Il y a une politique nationale pour la jeunesse qui est déjà élaborée, je pense depuis quelques années, mais qui attend l'adoption. Donc c'est un plaidoyer pour que cette politique nationale de la jeunesse au niveau du Bénin soit adoptée, pour que nous, en tant que jeunes, nous sachions dans quel cadre nous travaillons et pour que notre travail, le travail qui se fait par les jeunes individuellement, mais aussi par les organisations de jeunes, soit valorisé plus au niveau national, mais aussi au niveau international. En 2019-2020, la récolte caféière pourrait chuter à son plus bas niveau depuis 55 ans au Kenya. C'est le résultat de la sécheresse et de la faiblesse des coûts de la matière première, une situation qui pousse certains exploitants à se tourner vers d'autres cultures et qui entrave la capacité des producteurs à entretenir les plantations et à lutter efficacement contre les maladies et les nuisibles. Ces difficultés s'ajoutent à la mauvaise gouvernance au niveau des coopératives commerciales. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Estelle Pazou pour la présentation de ce journal. C'était donc le 19h45 de ce soir. Agréable soirée à vous. Chers amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous, le périple se poursuit. La dernière rubrique aujourd'hui, c'est bel et bien Autant savoir. Autant savoir aujourd'hui s'intéresse aux jeux de société et en quoi est-ce que ces jeux-là peuvent apporter ou peuvent représenter ou créer un peu des opportunités pour la jeunesse. On en parle avec un des nôtres. Il est journaliste à l'ORTB, précisément sur la télévision nationale, Nicanor Kovi. Il s'appelle On le reçoit juste après ceci. Il faut que les parents prennent la peine d'observer leurs enfants. Il ne faut pas acheter des jouets qu'ils vont délaisser. Et surtout, il faut qu'ils leur offrent des jeux qui leur permettent de développer leur créativité, leur intelligence, leur esprit d'initiative. Et pour finir, leur collaboration avec les autres. Et ce sont ces jeux, par exemple, que nous appelons des jeux de société. Quand vous donnez un jouet, comme un livre, comme un document de dessin animé, ça fait quoi? Ça cultive l'enfant, ça développe son cerveau. Je pense qu'on peut dire que ça peut permettre aux enfants de se développer. Et par conséquent, notre société va connaître quoi? Un développement. Parce que quand un enfant est éduqué, c'est qu'ambitionne un maître. Voyez un peu, quand un enfant est éduqué, c'est toute la société qui est éduquée. Il va falloir alors voir quelle nature d'objet il faut donner aux enfants pour aider la société à être correcte. Ne leur apprenez pas à fusiller ses amis, ne leur apprenez pas à lancer des pierres aux amis, ne leur apprenez pas à prendre un véhicule pour aller cogner les enfants et pour aller cogner leurs camarades. Apprenez-leur à faire quoi? À développer leur culture, à développer leur intelligence pour mettre cela au profit de la société. Et voilà, c'est donc un extrait d'un reportage que nous a concocté Estelle Pazou. Merci à elle. Alors, Nicanor Kovi, bonsoir. Bonsoir, Karamata Agbataou. Je suis à vous. On en a pour 12 à 13 minutes. Dites-moi d'entrée, que représentent les jeux de société pour vous? À titre personnel, beaucoup, en cela qu'ils m'ont permis de mieux me rendre sociable, ou sociable, vais-je même dire, dans la vie. Mais aussi parce que j'y ai beaucoup gagné en termes de culture générale et en termes d'opportunités aussi. Si on en a le temps, on reviendra là-dessus. Justement, c'est de ces opportunités qu'on veut parler. Quand on prend les jeux de société, je suppose qu'il y en a de plusieurs types. Vers quel jeu vous vous êtes orienté précisément? Ben oui, voilà, vous faites bien d'en parler parce que les jeux de société, il y en a de plusieurs types. Il y a les jeux de cartes, les jeux de plateau, les jeux de bataille, les jeux de stratégie. Enfin, les jeux de cartes, on les connaît. Nous, on les appelle SIPA, c'est JKQ10 pour nous, etc. Ça porte d'autres noms. Mais les jeux de plateau, c'est mon dada à moi. Mais particulièrement le Scrabble. Voilà ce que j'aime particulièrement et au-dessus de tout. J'en ai fait même une activité en CRIF professionnelle
en cela que j'ai rejoint la Fédération béninoise de Scrabble. Il y a justement une fédération de Scrabble qui existe au Bénin depuis... Tout à fait, la Fédération béninoise de Scrabble existe depuis les années 90. On est affilié à la Fédération internationale de Scrabble depuis les années 2000 et depuis lors, on participe aux activités statutaires de la Fédération internationale de Scrabble. On a un chronogramme annuel propre à nous. Il y a des activités, des compétitions qu'on respecte à la lettre, ce qui fait de nous d'ailleurs... Est-ce que c'est un peu comme un sport pour vous? Est-ce que vous percevez cela ou vous prenez ces jeux de société comme étant des sports? Pas tous, mais les jeux de sport, les jeux de société ont cela qu'ils peuvent être pratiqués en compétition. Et alors là, on parle de sport cérébral. Voilà. C'est le cas du Scrabble, par exemple, qui a des compétitions internationales, le championnat d'Afrique de Scrabble, le championnat du monde de Scrabble francophone. Cette année, ça aura lieu à La Rochelle. C'est du 19 juillet. Vous y serez sans doute, hein? J'y serai. Voilà. C'est ça. J'y serai pour représenter le Bénin. Le Bénin. Voilà. Et comment êtes-vous entré dans cet univers? J'y arrive. Alors, voilà, l'univers du Scrabble, oui. Je suis tombé dans la marmite étant petit, comme aurait dit Obélix. Hein. Mon père pratiquait cela à la maison avec mes oncles. Alors, moi, je tenais la table, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis après, j'ai commencé en 1999. Et puis en 2009, étant encore à l'université, j'achevais mes études quand j'ai découvert la compétition fortuitement. La Fédération béninoise de Scrabble a organisé une activité sur le campus. Ils m'ont découvert, ils m'ont dit tiens, tu as le potentiel, tu vas rejoindre un club de Scrabble. J'ai rejoint Intrepid Scrabble Club et depuis, je n'ai pas quitté. En parenthèse, c'est quoi ce potentiel qu'ils ont pu détecter en vous? J'ai un penchant pour les lettres. Voilà. Je joue avec. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu à la profession de journaliste, comme par hasard. Mais c'est par le Scrabble que vous êtes venu au journalisme. Sinon, j'allais vous demander, mais qu'est-ce qu'un journaliste professionnel comme vous aujourd'hui fait dans les jeux de société et qui s'illustre aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur? Bon, alors, petit flashback, oui. Je ne suis pas arrivé au journalisme par le biais du Scrabble, mais tout y a concouru en fait. Des aptitudes qu'on dit que j'ai, etc. L'amour pour les lettres, l'amour pour le web, etc. Mais alors, pour en revenir à votre question, ce que ça apporte à un journaliste, au journaliste que je suis, de la culture générale, d'abord, du vocabulaire, ensuite, mais a aussi une manière particulière à conduire les interviews, parce que c'est aussi, on échange avec plein de gens, on y rencontre beaucoup de personnes, c'est savoir aborder l'autre, savoir lui poser telle question pour obtenir telle réponse. Tout ça a concouru à ce que je fais aujourd'hui en termes de journalisme. Est-ce que vous pouvez prendre le Scrabble aujourd'hui comme étant un second métier, un job pour vous? Le Scrabble, c'est un jeu de société comme les autres, hein. On le pratique d'abord pour s'amuser. Mais le Scrabble de compétition est très exigeant. Il est très exigeant. Tous les jours, j'ai le devoir de m'entraîner. Autrement, on me jetterait de l'équipe nationale de Scrabble. Ainsi donc, si on fait un petit récap, c'est que vous êtes aujourd'hui un joueur professionnel de Scrabble. J'ai une licence professionnelle de Scrabble, vous avez une licence et vous êtes dans l'équipe nationale, je suppose. C'est ça, c'est ça. Je vous montre mon maillot. Allez-y, montrez-nous votre voilà. Maillot. Ça, c'est mon maillot de l'équipe nationale de Scrabble. Qui fait de vous un membre de l'équipe nationale de Scrabble. C'est un journaliste hein, et il vient de dire que ça lui a permis quand même d'affermir son vocabulaire, de raffermir son vocabulaire, de mieux conduire ses interviews. Voilà, un des b.a.-ba en tout cas du journalisme. Il faut pouvoir amener votre interlocuteur à vous donner la réponse ou à cracher le morceau, comme on le dit. Alors, comme opportunité aujourd'hui, à part cette façon de voir, d'approfondir votre langage, votre vocabulaire, quelles sont les autres opportunités que vous avez pu gagner grâce au Scrabble? Les jeux de société... En voyageant peut-être? En voyageant, oui. J'allais revenir sur cette question-là. Le Scrabble m'a offert beaucoup de choses. Il m'a permis de voir du pays. Voilà. Et j'adore voyager. Et pour un compétiteur dans l'âme que je suis, c'est
aller rencontrer les gens, aller mesurer mes neurones à ceux des autres, me frictionner avec les autres, aller chercher la bagarre. Mais dans le pur esprit du jeu, c'est un sentiment grisant. Représenter le pays aussi, voir du pays. Votre dernier voyage, c'était où? C'était à Brazzaville, c'était en avril passé, dans le cadre des championnats d'Afrique de Scrabble. Le Bénin n'a ramené que le bronze, c'est l'un des pires championnats d'Afrique du Bénin, mais on promet que l'année prochaine, ici, sur nos terres, à Cotonou, Inch'Allah, on va ramener l'or. On sera là pour vous pousser à la victoire. Nous, déjà, les journalistes et puis les autres. On compte sur vous, je compte sur vous. Je représente aussi la corporation. Mais c'est clair, on sera derrière vous, ne vous en faites pas, Nicanor Kovi. Alors, j'ai bien envie de savoir à quel moment on peut déjà commencer par s'intéresser aux jeux de société. Est-ce qu'il y a un âge pour ça ou il faut attendre d'être... Dites-nous un tout petit peu. Alors, le jeu, il est présent partout dans la vie de l'enfant. Depuis le bas âge, la maman joue avec son enfant. Les jeux de société, c'est d'abord quand il y a interaction avec un autre joueur. Donc, c'est par opposition à un jeu solitaire qu'on dit jeu de société. Alors, les jeux de société peuvent intervenir dès le plus bas âge. La preuve, en boutique, on trouve des jeux pour enfants de 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, il n'y a pas d'âge typé pour commencer à participer aux jeux de société, mais il existe par contre des jeux de société pour des catégories d'âge. Il existe des jeux de société pour des catégories d'âge. On peut commencer au Scrabble par exemple à 6-7 ans. Pour ce que je sais, on peut déjà commencer à jouer au Scrabble à 6-7 ans quand on sait déjà son alphabet. Le A, B, C jusqu'à Z. Exactement. Quand on sait déjà son alphabet, on peut déjà commencer à jouer au Scrabble. Il y a d'autres jeux, les échecs un peu plus tard, mais il y a des génies précoces, les jeux de stratégie un peu plus tard, vers l'adolescence, les jeux de cartes pour développer les facultés cognitives déjà vers 8-10 ans. Il y a des spécialistes qui traitent de la question, mais en général, ce que je voudrais donner comme conseil aux parents, c'est de veiller à la mention âge sur l'étiquette du jeu. N'offrez pas n'importe quel jeu à votre enfant. Et surtout tenir compte aussi des aptitudes, des prérequis des enfants. Voilà, si votre enfant il est plutôt du genre très chiffre, offrez-lui des jeux qui vont dans ce sens. Voilà. On a dit il y a plusieurs catégories de jeux, les jeux de cartes, les jeux de plateau, les jeux de stratégie. Qu'est-ce que votre enfant il aime? Il est plutôt stratégie. Ah, si j'avance tant, il va me prendre tant. Est-ce qu'il est calculateur? Orientez-le vers des jeux de société. Est-ce que ces jeux de société-là peuvent vous aider à retrouver votre issue professionnelle? C'est-à-dire, le Scrabble, c'est déjà dans les lettres. On peut devenir, comme on appelle, avocat, journaliste. Est-ce que quand on prend les jeux stratégie, c'est pour devenir un vrai flic et tout ça? Je voudrais savoir. Fondamentalement, je suis de ceux qui pensent que les jeux que nous pratiquons renseignent sur la personnalité qui est la nôtre. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas jouer au Scrabble, pour ma part. Pour ma part, je ne pouvais pas ne pas jouer au Scrabble. On me l'avait écrit. C'est comme si quelque part, dans une vie antérieure, on me l'avait écrit. Les jeux de société révèlent la personnalité qui est en nous et orientent. C'est une thèse qui peut se soutenir sur les métiers qui sont les nôtres, vers les métiers qui sont les nôtres. Les jeux de société, c'est bon pour le moral. Je table sur votre expérience, sur un peu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Je parle de mon cas à moi. Je ne généralise pas, mais je suis profondément convaincu que les jeux de société peuvent renseigner sur notre personnalité, en cela même qu'ils peuvent nous révéler plus tard ce vers quoi nous pourrions nous orienter en termes de vie professionnelle. Qu'est-ce qui pourrait constituer un handicap, en quelque sorte, pour les jeux de société? Vers quoi? Avec quelle dérive? La dépendance. Voilà. La dépendance, tout de suite, la dépendance. Il faut savoir départir le jeu de la vie réelle. C'est le cas des jeux d'arcade, les jeux vidéo. Les enfants deviennent trop dépendants, ils s'identifient à leur héros dans les jeux vidéo et on oublie qu'autour d'eux, il y a des camarades avec qui ils peuvent jouer dans la vie réelle. Votre mot de la fin? Eh bien, ce sera de dire que les jeux de société, c'est bon pour le moral, mais aussi pour les neurones.
Il favorise la stratégie, la logique, et c'est une véritable école de socialisation. C'est important. Merci beaucoup, Nicanor Kovi. C'était lui, mon invité sur Autant Savoir aujourd'hui. On a parlé avec lui, si vous nous avez suivis, de bout en bout des jeux de société et vous l'avez écouté, ça crée beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. Et même si on est d'un certain âge aussi, on peut s'y essayer, n'est-ce pas? Absolument, il n'y a pas d'âge. C'est de 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans, un peu comme l'amour. Et c'est la fin, chers amis téléspectateurs, du grand rendez-vous de ce jour. On ne va pas finir sans vous faire voir une fois de plus la météo, le comportement du temps. Le grand rendez-vous est terminé, mais on revient rapidement vous donner les sujets qui ont fait cette émission aujourd'hui. Ils sont nombreux à s'adonner à la pratique, boire après le sport et selon des spécialistes, c'est nuisible à la santé. Les jeux de société sont perçus comme étant des opportunités pour les jeunes, opportunités de découvrir ou de vivre d'autres expériences ailleurs. Nicanor Kovi est attendu, il était avec nous ici, donc on en a parlé, c'était il y a quelques petites minutes. Le leadership féminin a le vent en poupe de nos jours aujourd'hui au Bénin. Hermione Ligan, journaliste à l'ORTB, a été distinguée il y a quelques jours seulement pour son audace, comme quoi l'audace toujours ça paye. Et puis ça reste un moment incontournable, hein, l'entretien d'embauche. Si vous voulez travailler dans une entreprise, il faut forcément passer par un entretien d'embauche. Mais le casse-tête parfois, c'est quoi porter? Nous avons donné ici quelques éléments de réponse. Ce sera la fin de cette émission. Merci beaucoup à Chérif pour la réalisation, Chérif Dosouza pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.